Alors, il me semble que ton raisonnement est faussé parce que tu dis, regarde, on a partagé notre connaissance, nos savoirs avec n'importe quoi, les Chinois et maintenant ils sont plus forts que nous. Non, à mon avis, c'est un raisonnement totalement faussé. On n'a pas partagé nos savoirs avec eux. C'est le capitalisme, ou les capitalistes si tu veux, qui ont vu leurs bénéfices, c'est-à-dire leur égoïsme, d'accord? Le capitalisme, c'est synonyme d'égoïsme. C'est quoi le capitalisme? C'est enrichis-toi, toujours plus, et soi-disant, la société s'en portera mieux. On voit bien comment le capitalisme marche en promouvant l'égoïsme de chacun. On voit bien aujourd'hui le résultat. Donc, les capitalistes, ils se sont dit, au lieu de payer des travailleurs français qui me coûtent 8-10 euros de l'heure, je vais délocaliser mon entreprise en Chine, ça va me coûter 3 euros de l'heure, et donc évidemment il va falloir former la main-d'œuvre locale pour qu'ils puissent faire la machine que les Français étaient capables de faire. Donc dans ce sens-là, il y a eu un partage de la connaissance, mais c'est pas... Tu dis pas tout, tu dis pas tout. Je me permets de te couper, il y a un détail qui t'a peut-être échappé. C'est que les Chinois, ils n'ont pas fait que seulement qu'accueillir les usines. Ils ont dit, OK, vous pouvez ouvrir vos usines, sauf que nous, on devra être majoritaire. On devra être majoritaire dans l'administration de l'usine. Et c'est là qu'il y a eu un transfert de savoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, il y a les pays du Golfe également, ils font ça. Ils disent, OK, vous pouvez venir, mais à condition que ce soit nous qui décidons. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'une usine va s'implanter en Chine ou dans un pays comme le Qatar, elle va mettre à disposition son savoir, ses technologies, et là, il va y avoir un pillage. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Au début, les Chinois, ils faisaient que copier, puis à la fin, ils se sont améliorés. C'est parce que là qu'il y a eu un aveuglement du capitalisme, c'est parce que les capitalistes, ils croyaient que jamais les Chinois seraient capables de les rattraper. Ils disaient, bon, nous, on va leur faire ils vont faire la construction et puis nous on va garder l'ingénierie, sauf qu'au bout d'un moment ils finissent par, au début ils nous copient et maintenant ils nous dépassent, que ce soit dans l'aéronautique ou dans tout ce qui est électronique. Oui. Et c'est là-dessus, si on avait gardé nos usines, jamais les Chinois nous auraient copié. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous auraient pas rattrapés. Je pense que les Chinois auraient tout à fait... Je pense sincèrement que les Chinois et même les Indiens nous auraient rattrapés au bout d'un moment à l'autre. Mais ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus long. C'est pas du tout une question de longueur. Je reprends mon raisonnement. Donc, pourquoi on est dans la situation actuelle? Parce que l'égoïsme, qui est le capitalisme, a vu son intérêt à ne pas employer des Français et à employer des Chinois à pas cher. Les Chinois ont été intelligents. Attends, mais je finis. Les Chinois ont été intelligents parce qu'ils se sont dit, eh bien, c'est nous qui restons majoritaires chez nous. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? La délocalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la succion et le déplacement de la production de la richesse, c'est-à-dire tu déracines la production de la richesse en France et tu vas la mettre ailleurs. Donc oui, il y a comment s'appelle, un partage ou pas un pillage, mais oui, une propagation du savoir, mais ce qui est plus important, c'est que tu enlèves la capacité de travail et le savoir qui va avec, et l'économie, etc., de la France. Si il n'y avait pas la délocalisation, mais le capitaliste dit « j'ai mon usine en France pour mon marché français ou européen, mais je veux aussi me développer en Chine. Donc je garde mon usine en France, mais je vais en ouvrir une autre en Chine », il n'y aurait pas eu de délocalisation et d'appauvrissement du tissu socio-économique français. Et on aurait continué à prospérer en Europe et on aurait permis aux Chinois de se développer aussi. Donc la problématique, c'est pas... Attends. Je peux répondre? Attends, une seconde. La problématique, c'est pas qu'on a partagé notre savoir. La problématique, c'est qu'on a retiré les outils de travail de la France pour les mettre ailleurs. C'est ça la problématique. On a appauvri la France, pas intellectuellement. Enfin, aussi intellectuellement, mais d'abord matériellement. Vas-y, reprends. Alors, je comprends. J'ai compris. Bon, déjà, il y a quand même eu alors, là, on l'a pas partagé. Pour le coup, on l'a transféré, le savoir, puisque nous, on s'est retiré notre savoir pour le mettre là. Donc, il y a quand même bien eu, à la base, un transfert de savoir. Oui. Ensuite, bon, là, c'est la première chose. Donc, là-dessus, bon, on aurait pu l'éviter. Oui. Après, deuxième point, et c'est là où je pense que là, c'est ton raisonnement qui est faussé. Même si on avait gardé nos usines, ce qui se serait passé, c'est que les Chinois auraient fini par devenir plus compétitifs, parce que leur main-d'œuvre, elle est moins chère. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que seulement que produire aussi. Après, il faut vendre. Il faut vendre.
Alors peut-être que nous, on peut avoir une politique protectionnisme, c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de pays, à part l'Europe, c'est un autre débat, et on peut favoriser nos entreprises, mais après, à l'étranger, ça va se passer comment? Quand, par exemple, tu vas avoir les Allemands, par exemple, les Allemands ou les Africains, ils vont avoir le choix entre deux produits, un produit français, un produit chinois, le tout fabriqué par la même technologie, mais l'un sera moins cher parce que la main-d'œuvre sera moins chère. Qui est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont choisir les Chinois. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que les produits chinois vont être plus favorisés, donc les Chinois auront plus de richesse qui va leur permettre de développer leurs produits, et à la fin, ils finiront par nous surpasser. Et donc même si on aurait gardé notre... Et c'est ça le problème, et c'est là aussi où même si on veut, la délocalisation restera toujours limitée, parce qu'il ne faut pas seulement... le tout, c'est pas seulement de produire, c'est aussi d'être compétitif. Pour pouvoir, notre richesse, c'est aussi à l'export. Et là-dessus, on est très défaveur. Mais si on n'est pas compétitif, on ne vendra plus à grand-chose. Et si on ne vend pas à grand-chose, eh ben, on va s'appauvrir. Okay. Est-ce que tu comprends? Je comprends ce que tu dis. Mais, plusieurs choses. La première, c'est que la compétition... Enfin, ok. Simplifions la chose. Tu as parlé de protectionnisme de protectionnisme économique. Ça, c'est un truc aussi qui est, je pense que c'est probablement partagé par l'extrême droite. Je ne connais pas suffisamment en détail leur programme, mais en tout cas, c'est une proposition notamment de la France insoumise. Ils appellent ça le protectionnisme solidaire. Solidaire, ça veut dire quoi? C'est pas protectionnisme pour ma gueule, j'en ai rien à foutre des autres. C'est on vous aide à vous développer pour que votre niveau économique et culturel, éducatif, etc., se développe chez vous, et nous, on se protège on protège notre économie. Donc c'est un protectionnisme solidaire et pas un protectionnisme purement égoïste. Donc c'est une idée aussi qui existe à gauche, cette histoire de protectionnisme. Ce protectionnisme, moi, je l'adosse sur une moralité, une éthique qui est la suivante. C'est pas on n'aime pas les Chinois, ils font de la qualité de merde et il faut protéger notre économie, machin truc ou je sais pas quoi. C'est pas d'un point de vue immoral comme ça. C'est mais pourquoi est-ce qu'on va faire venir un produit de l'autre côté de la planète, sachant que le déplacement, le transport pollue, alors qu'on est capable de le faire chez nous? Oui, d'accord, il va coûter, je sais pas moi, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Mais qu'est-ce que c'est qui compte de polluer la planète et avoir un produit moins cher? Et en dévitalisant notre économie, ou alors de protéger la planète en ne faisant pas des transports inutiles, tout en gardant la vitalité de notre économie. Donc tout ça, ce sont des questions de choix politique, d'organisation de la société. Donc on peut très bien dire... Le problème, c'est pas le protectionnisme, le problème, c'est la compétitivité. Mais non, parce que je suis d'accord que la compétitivité est un enjeu, mais à mon avis, c'est pas le problème. Parce que la France, malgré qu'elle a été dévitalisée d'une grosse partie de son industrie, parce que les capitalistes ont préféré délocaliser au Maroc, en Chine et tout le bordel, on est quand même dans certains secteurs, tu en as un peu parlé tout à l'heure, bon, il y a le luxe, mais d'autres secteurs de pointe, parce que justement, on n'a plus le savoir-faire. On n'a pas fait de transfert de technologie justement sur le luxe. Tous nos moyens de production sont restés en France et il n'a jamais, et d'ailleurs c'est la toute problématique en ce moment avec Dassault. Par exemple, l'armement, Dassault a toujours voulu produire l'entièreté de ses armements en France. Et en ce moment, les Allemands essayeraient d'avoir également de demander à Dassault de partager, mais Dassault dit non, parce que, et la raison principale, et elle est tout à fait pertinente, c'est pour garder justement notre technologie. Et c'est pour ça qu'on fait des avions encore plus performants que les autres, car on a su garder notre savoir. Et le luxe, c'est exactement aussi la même chose. Toutes les couturières sont restées en France pour les grandes productions. On a gardé notre savoir-faire et on ne l'a ni transféré ni partagé. C'est ces deux points-là qui sont importants. Car le jour où on partagera ces compétences, eh ben, ils nous dépasseront. Il y a ou alors il y a un risque. Bon, il y a un risque, je pense que le risque il est très grand. Quand on a un pays comme la Chine qui est 1,5 milliard d'habitants, le risque de nous dépasser est quand même assez élevé que pour un pauvre petit pays de 68 millions d'habitants. Donc voilà, le problème il est là, c'est avant tout la compétitivité, parce qu'après tout, nous on peut protéger, mais bon, la France c'est un tout petit marché, ça nous servira, notre puissance
pourquoi les pays sont puissants, c'est aussi parce qu'ils sont compétitifs. Ils sont compétitifs dans leur savoir. Ils ont une meilleure connaissance. Prenez par exemple les GAFAM. Qu'est-ce qui les rend si puissants? C'est parce qu'ils sont meilleurs dans leurs iPhones. Ils sont meilleurs. Ce sont les meilleurs systèmes qu'on a. Et même si on se séparait d'eux, on pourrait produire nos propres téléphones. Mais si nos téléphones sont moins performants que leurs, on n'en vendrait pas et on s'appauvrirait. Malheureusement, c'est la loi du marché. Et cette loi-là, vous pourrez pas ce n'est pas vous qui pourrez la définir puisqu'elle se fait au niveau mondial. Alors, première chose, je suis d'accord qu'il y a des savoirs sensibles, en particulier quand ça touche à la sécurité, à l'armement et ce genre de choses. Donc les brevets de type militaire ou de technologie aérospatiale ou aéronautique, etc. Là, je suis d'accord, c'est sensible, c'est sécurité nationale. Donc là-dessus, je suis d'accord qu'on restreint le partage. Pour le reste de la fabrication de voitures ou que sais-je, de maisons ou que sais-je, ça, à mon avis, c'est pas sensible à ce point-là. Sur la question de la compétitivité, moi, j'ai peut-être une vision radicale et iconoclaste, mais moi, je dis que si les Français sont capables de produire ce dont ils ont besoin, il n'y a pas besoin d'être compétitif avec le reste du monde. Je pense que la France est suffisamment intelligente, enfin, notre niveau a beaucoup baissé scolaire et industriel, de recherche et développement et tout le bordel, etc. Mais ça peut, la tendance peut s'inverser avec les bonnes politiques, c'est toujours une question de politique. Donc avec la bonne politique, la France peut retrouver ses marques d'alors, de là où elle était grande au niveau industriel, etc. On peut retrouver le niveau mondial. Peut-être, on a eu, à un moment donné, on a eu Bull, d'accord, fabricant d'ordinateurs, on avait des fabricants d'appareils photo, etc. C'est parce que, en fait, la politique n'a pas accompagné ces industries et au contraire a accompagné leur dilapidation ailleurs, qu'on se retrouve dans la situation. D'accord. D'accord. Donc avec Je suis totalement d'accord. Voilà. La faute est au capitalisme. Là, on peut au moins se rejoindre là-dessus. Voilà. La faute est au capitalisme. Donc, sauf que la différence que j'ai avec toi, c'est que tu crois, et là je pense que c'est naïf, tu crois que l'on peut rester compétitif tout en partageant notre savoir. J'y crois absolument pas et je pense que on peut se faire totalement manger et c'est arrivé dans plein de secteurs et même je parle même de l'Occident d'un point de vue global et là c'est pas uniquement que la France. L'Occident a fait une énorme erreur et elle commence à s'en rendre compte avec la Chine, mais elle s'en est rendue compte beaucoup trop tard. C'est seulement maintenant qu'ils veulent faire des politiques protectionnistes, notamment avec les puces électroniques, mais j'ai l'impression qu'il est trop tard. Les Chinois sont arrivés une fois que en face ils sont arrivés au même niveau, t'as plus de marge de main d'œuvre et malheureusement ça restera toujours le meilleur qui l'emportera à la fin. Tu auras toujours besoin d'ordinateurs ou alors tu vas vivre comme la Corée du Nord, on va vivre entre soi et puis au Moyen-Âge et puis ce seront mais même la Corée du Nord, ce sont quand même les technologies chinoises et russes qui les fournissent. Si c'était si facile, tous les pays du monde le feraient. Hein. Mais non, là, il y a une problématique philosophique, c'est que tu dis, toi, que c'est la compétition et la loi du plus fort. On en est toujours à la loi de la jungle, sauf qu'aujourd'hui, on s'est développé, on a des technologies, mais la mentalité reste pareille. Oui, je suis d'accord, la mentalité aujourd'hui dominante reste celle-ci, d'où mon concept d'humanité immature. Mais ce n'est pas immuable, ce n'est pas figé éternellement, etc. Et ici et là, il y a d'autres mentalités. Il y a un truc qui s'appelle, je ne veux pas utiliser l'anglais, mais je suis pas sûr s'il y a une traduction française, qui s'appelle Creative Commons. Ça veut dire, tu crées quelque chose et open data, open source, en fait, tous ces machins-là, tu crées quelque chose, mais à partir du moment où tu l'as créé, tu le laisses de libre usage à tous. Donc, évidemment, il y a Linux, il y a Linux, Ubuntu, enfin c'est surtout dans l'informatique, mais dans le Creative Commons, c'est plus spécifique à
aux œuvres d'art, etc. Donc il y a des gens qui font de la musique et qui est libre de droit, il y a des gens qui font des vidéos, des films qui sont libres de droit, etc. etc. Donc c'est underground, c'est très en dessous des radars, mais déjà ça existe. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une autre philosophie que la philosophie dominante. Je comprends que pour l'instant tu es dans la logique de pensée d'aujourd'hui et c'est pertinent, c'est compréhensible. Mais là où c'est problématique, c'est que c'est pas en restant dans le cadre de pensée actuelle que tu peux imaginer la société meilleure de demain. Ce que tu fais là, c'est, je dis toi, je veux dire, ce qu'on fait quand on raisonne de cette façon-là, c'est simplement répéter, reproduire le même schéma, tu vois. Merde, attends, je voulais te dire un truc. Ah putain, ça m'est sorti de la tête. Ah oui, voilà. Charles de Gaulle. Au sortir de la guerre, la France était ruinée. Tout était nos infrastructures étaient détruites, le pays était chaotique, l'économie ne tournait plus, etc., etc. Il a fallu tout recommencer. On a mis les moyens. Comment on a fait on a créé l'argent pour pouvoir le faire, tu vois. On n'avait plus rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours le moyen quand on finance. Enfin, oui, pour l'instant, on est dans un système monétaire. Donc on crée l'argent, on finance. Ça veut dire que créer l'argent, ça veut dire si tu construis les infrastructures, si tu remets à produire de l'agricole, etc., je te paye et donc tu vas pouvoir acheter ce dont tu as besoin pour vivre. Et donc, en ce sens-là, l'argent, il est magique et il permet c'est un Kickstarter, là, comment tu dis, un démarreur, tu vois, c'est comme quand tu veux démarrer ta bagnole. Voilà, tu vois. Donc voilà, même dans une situation encore pire qu'aujourd'hui, au lendemain de la guerre, De Gaulle, il a dit on va sortir, on va faire émerger la France, etc. Et sous De Gaulle, la France a été un grand pays. C'était pas Napoléon aller envahir les autres, etc. On est resté dans nos frontières, mais c'est redevenu un grand pays. Premièrement. Deuxièmement, alors qu'il y avait un suivisme, enfin il y avait deux suivismes d'ailleurs. D'un côté le bloc soviétique et de l'autre côté les pays libres, les États-Unis. De Gaulle, il a dit quoi? Moi, c'est ni suiviste de la Russie, enfin de l'URSS à l'époque, ni suiviste des États-Unis. La France, c'est la France. On va développer le nucléaire, l'arme nucléaire, pour être indépendant. On n'a pas besoin du parapluie américain. On va être indépendant. Et les Américains, ils n'étaient pas du tout contents là. Ils faisaient tout en sorte pour essayer de dynamiter De Gaulle. Donc lui, il n'a rien écouté. Il a dit c'est pas parce que la situation elle est telle qu'elle est qu'on peut pas s'en sortir. Donc on a aujourd'hui l'arme atomique. On a été pendant longtemps un des seuls pays avec les États-Unis et l'URSS à avoir et l'Angleterre à avoir l'arme atomique et on s'est démerdé tout seul pour l'avoir. Deuxièmement, il a aussi développé le nucléaire civil pour pouvoir alimenter en énergie l'économie, le pays, etc. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que ces connards de capitalistes arrivent au pouvoir et qui démantèlent tout, mais pendant longtemps, la France a été l'un des pays où l'électricité était le moins cher et où on l'exportait en Allemagne et tout le bordel. Donc ce que je veux te dire, c'est que il y a des exemples historiques. Là, je te prends un exemple dans l'histoire récente, mais même dans le passé, on pourrait en trouver d'autres. Donc il y a des exemples pour montrer que la situation, elle est jamais fataliste, elle est jamais on ne peut pas changer, c'est comme ça, ils sont trop gros, parce que voilà, à l'époque, l'URSS et les États-Unis, c'était deux gros mastodontes, et l'Europe, elle était toute détruite après la guerre et toute petite. Malgré tout, la France a été un grand pays aussi diplomatique. On s'est pas laissé faire. Là, le français était une langue officielle de la diplomatie. On était là pour pas aligner aux États-Unis, pas aligner aux Russes, et donc avoir une voix indépendante. Et on allait dans les conflits à droite à gauche dans le monde à apporter un moyen terme, tu sais, être un élément de dialogue entre deux co-belligérants, etc. Donc tout ça, on peut le retrouver. C'est simplement une question de politique. Et malheureusement, même s'il y a une évolution, et je ne sais pas si on va pouvoir en parler, du discours du Rassemblement national, malheureusement, je pense que l'une des raisons, des fonctionnements mentaux du Rassemblement national, c'est ce fatalisme que je retrouve dans ton discours, et cet égoïsme et ce genre de trucs qui sont de nature à ne pas changer la situation. Juste
répondre. Alors, l'exemple de De Gaulle, malheureusement, je suis pas trop d'accord pour l'exemple de De Gaulle, hein, parce que bon, déjà la France n'était pas rayonnante et elle ne l'est plus, hein, depuis, je pense, depuis. Enfin, après, De Gaulle ne partait pas non plus de zéro. Hein. Ne pas oublier qu'avec De Gaulle, il y avait encore les colonies. Hein. La France était toujours une très grande puissance, hein, au niveau colonial. La France, elle avait encore pas mal d'infrastructures, hein, même si une partie, notamment au nord, avait été détruite. Toutes les infrastructures du sol sont restées et continuaient à produire. Troisième point, la France elle avait encore le savoir. Hein. Le savoir ne s'était pas dilapidé aux quatre coins de la planète. La France avait encore un monopole en termes de savoir qui lui a permis de se reconstruire et de devenir après compétitive. Et aussi, dernier point, tous les autres pays étaient également détruits. Donc forcément, c'est plus facile de reconstruire et de partir en haut quand tout le monde est au même niveau en bas, y compris la Russie. Finalement, les seuls qui étaient les grands gagnants, c'était les États-Unis, et comme par hasard, ce sont les seuls qui n'ont pas connu de destruction durant cette guerre-là. À part, si on dit évidemment les îles du côté du Pacifique. Donc, non, je trouve pas que De Gaulle c'était pertinent, parce que justement, il partait pas de zéro. Au contraire, il avait énormément d'atouts qu'on a pu à l'heure actuelle. On a plus d'économie. Nos infrastructures, ils se sont sauvés en Chine et en Inde. On a pu une partie de notre savoir était dilapidée et tous les autres et on n'est plus les seuls à dominer. On a plein de multitudes de petits pays qui peuvent rivaliser avec nous, notamment la Turquie, le Mexique, le Japon et plein d'autres. Au contraire, la situation s'est beaucoup plus complexifiée qu'à l'époque de Gaulle. Voilà. Après, tu dis que je suis fataliste. Moi, je dirais que tu es utopiste, voire hors sol. Mais là-dessus, je pense on aura du mal à se mettre d'accord. Si la brebis devenait humaniste, est-ce que ça empêcherait le loup de la manger? Je ne crois pas trop. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de changer. Après, peut-être que et j'espère que dans un futur plus ou moins lointain, c'est toi qui auras, c'est ta vision qui l'emportera. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial. Et là, après, on pourra rétablir les règles du jeu et mener une politique plus égalitaire et plus humaniste. Mais dans la situation actuelle, je vois mal la France l'emporter. Elle est même pas au niveau. Est-ce que c'est fataliste de dire que la France n'est pas au niveau? J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut rivaliser avec les Américains, les Chinois, les Indiens et puis bientôt, les Brésiliens? J'ai beaucoup de mal à le croire. Non, c'est fini. Encore une fois, tu fais référence à De Gaulle, mais justement, l'époque de De Gaulle, c'était une époque où la France avait le niveau. La France, elle avait encore, c'était en termes de superficie, c'était l'une des premières. Elle était aussi grande que les États-Unis, voire même plus. Donc, mais cette époque-là, justement, elle est révolue et j'ai l'impression justement que tu es très conservateur. Que tu nous renvoies à cette grande époque, celle de Napoléon, etc., ou celle des conquêtes coloniales, en parlant justement de De Gaulle. Mais De Gaulle, il vient de cette époque-là. Et c'est à partir peut-être de Gaulle que la France est rentrée dans un déclin. Après, je dis pas que le déclin est irrémédiable. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est sauver les meubles. On peut toujours continuer à briller, mais je pense pas qu'on reviendra parce que l'époque a évolué, elle a changé. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Oui, mais justement. Et surtout, être réaliste. Mais non, mais attends. Tu es en train de dire que là, la situation telle qu'elle est, elle est plus défavorable. Elle est pire. De quelle situation tu parles? De quelle situation La situation du pays, là, au moment où nous parlons, voilà. La situation de la France, elle est pire qu'au lendemain de la guerre, c'est ce que tu es en train de dire? Pire, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. En termes de puissance, oui, on était beaucoup plus puissant au lendemain de la guerre que maintenant. On était puissant comment au lendemain de la guerre? En termes de superficie, en termes même l'armée, on l'avait récupéré, on avait encore les colonies, on avait le savoir, on avait la connaissance, on avait toujours des infrastructures. Enfin, on était toujours
c'est pas pour rien non plus qu'on a siégé à la table des cinq grands. La France n'était pas non plus un petit pays. D'ailleurs, on pourra dire aussi, on pourra aussi critiquer, mais il y a aussi une part aussi également de Vichy. Vichy n'a pas non plus fait. Vichy a aussi protégé une partie. Il a évité la destruction totale de la France. La France n'était pas non plus la Pologne. Donc oui et non. Oui, en termes de pouvoir d'achat, oui, notre situation, elle est meilleure actuellement que celle dans les années 40. Là, je veux bien, mais après, ça dépend. Mais en termes de puissance militaire, de puissance économique, je suis pas certain que. Enfin, je pense que la France avait toujours en tout cas, le potentiel de la France était certainement beaucoup plus grand dans les années après la guerre mondiale que maintenant. Alors, la France aujourd'hui a un PIB qu'elle n'a jamais eu dans son histoire, même pendant les 30 Glorieuses. On a toujours plus de millionnaires et de milliardaires. En termes de PIB, la France a le plus gros PIB de son histoire. Deuxièmement, le niveau de savoir, même si l'éducation se dégrade, le niveau de savoir reste très élevé en France comparé à plein d'autres pays dans le monde. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, les États-Unis, c'est très disparate. Il y a des gens qui sont très spécialisés et qui sont très hauts, etc. Mais le niveau global aux États-Unis, il est très disparate. Alors que même si notre niveau, il s'est beaucoup effondré depuis plusieurs décennies, les Français en moyenne restent plus éduqués. Et le savoir, ça se récupère, surtout aujourd'hui où tout se fait par Internet, etc. Tu as besoin de savoir un truc, tu vas sur Internet. Il y a des échanges universitaires et de laboratoires, etc. Oui, il y a une compétition au niveau économique, mais au niveau universitaire et scientifique, il y a quand même beaucoup plus d'échanges aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Donc, je suis d'accord que moi je suis très critique de la situation. Tu penses que les Chinois dans les années 40 pouvaient rivaliser en termes de savoir, de PIB avec c'est ça aussi, s'il faut, c'est aussi comparer. C'est une question de géopolitique. Là, ce que tu fais, c'est comparer la situation de France, mais de la France avec la France. Non, ce qu'il faut voir, c'est aussi comparer avec les autres. Quand je dis que la France avait de plus à tout été une grande puissance, c'est comparé aux autres. Les Chinois n'auraient pas pu rivaliser avec la France. C'était la France qui partait coloniser l'Asie et non l'inverse. C'est ça qu'il faut voir. Peut-être que le PIB de la France était beaucoup plus petit que celui qui ne l'était à l'époque précédente. Il faut aussi comparer avec l'inflation. Mais par contre, le PIB de la France était largement plus élevé que celui de la Chine et de l'Inde en 1940. Oui, mais je ne comprends pas quel est le problème. Où est le problème que les autres pays se développent? C'est un mieux pour l'humanité que les autres pays se développent. Je vois pas que la Chine demain va envahir la France. Non, c'est une question de compétitivité. C'est pour ça qu'on perd. Comment dire c'est une question économique. Si les pays à côté, enfin, je suis pas contre que les pays se développent, mais c'est juste que factuellement, plus ils se développeront, et puis nous. Pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Mais on est d'accord. Si en face ils deviennent riches, c'est que nous forcément on va s'appauvrir. Non, ça marche pas comme ça. Au final, c'est ça que je veux dire. Non. Ils se développent, mais ils nous dépassent. Ils font pas que se développer, ils nous dépassent. Mais c'est naturel. À la limite, c'est naturel parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont plus de territoire. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème Mais c'est pas un problème pour la France, ça. Bah si. Mais pourquoi? Par exemple, là, on prend par exemple au niveau on n'a plus de production. Nous n'avons plus de production. Mais c'est pas. Nos exportations sont devenues inférieures, très très déficitaires. Oui. Ça fait. Mais encore une fois, c'est pas parce que la Chine s'est développée, c'est parce que nous on a délocalisé. Si on relocalise, c'est tout à fait possible de le faire, ça demandera du temps, des infrastructures, ça fera pas du jour au lendemain, mais c'est possible de le faire. On retrouvera un niveau. Tu dis qu'il faut se comparer avec les autres. Est-ce que tu crois qu'on peut rivaliser avec la Chine en termes technologiques? Oui. Je pense. Je pense que la France au niveau. Je pense que la France, dans la situation actuelle, non. Le français est meilleur que le chinois. C'est pas une question d'être meilleur, ça dépend des politiques qu'on met en place.
moi je dis que la France a le potentiel culturel, éducatif, de savoir, même si c'est beaucoup perdu, encore aujourd'hui, malgré tout, a le potentiel rivaliser, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais en tout cas d'avoir un haut niveau d'éducation et de technologie, d'industrie, etc. Oui, c'est une décision politique. Attention, je dis c'est une décision politique, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a pris la décision politique que le lendemain la situation a changé, ça prendra du temps. Mais si tu prends la bonne décision politique, oui, moi j'affirme que la France a le potentiel d'être à un très haut niveau international. Et comment tu le fais Par exemple, imaginons, on va prendre un exemple tout simple, l'aéronautique. Imaginons les Chinois vont mettre des dizaines, des centaines de milliards sur l'aéronautique. Comment tu fais pour pouvoir, pour qu'on puisse continuer à avoir des avions compétitifs, par exemple Dassault, par exemple. Comment tu peux espérer que nos avions militaires rivalisent avec ceux chinois? Alors, je suis pas sachant qu'on a moins d'ingénieurs qu'eux, forcément, puisque on est moins nombreux, et on a surtout moins de ressources, moins d'argent. Comment tu fais? Alors, deux choses. La première, la première j'ai oublié déjà. Ah oui, la première c'est que je suis pas spécialiste des engins militaires, mais il me semble que les avions français restent quand même dans le haut, les avions de guerre, je veux dire les jets, dans le haut du panier au niveau international. Et j'aurais pu prendre un autre exemple. Ok. L'automobile, je sais pas, n'importe quoi, la télévision. Oui, mais regarde. Même le grille-pain, si tu préfères, c'est juste un exemple. D'accord. Savoir comment est-ce qu'on peut rivaliser avec un pays qui est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riche que nous, et donc, Ok. Voilà. Ok. Alors, premièrement, même dans la situation médiocre, merdique, et qu'il faut complètement changer actuelle, l'automobile français, ça va. C'est pas les 30 glorieuses, mais ça va encore. Elles s'exportent aussi en Chine, ou alors je ne sais pas si elles s'exportent ou si elles sont fabriquées directement là-bas, mais je veux dire, les fabricants français sont aussi en Chine. Les voitures chinoises, je connais les voitures japonaises, coréennes, mais les voitures chinoises en France, je connais pas encore. Bon, ce sont juste des exemples. T'as pas vu les électriques, hein. T'as pas vu les électriques, ils sont ça commence moins chers, mais justement, les électriques chinois sont meilleurs que, et ça va arriver, hein. Je crois que c'est BYD, la marque chinoise. Ah oui, mais c'est pas encore, d'accord, ok. Elle est en train de supplanter, justement, là, c'est un bon exemple, justement, les voitures, ouais, c'est un très très bon exemple. Les voitures européennes étaient jusqu'à présent compétitives parce que les Chinois n'avaient pas réussi à percer le secret, n'avaient pas réussi à maîtriser le moteur à combustion. C'est ce qui a permis, et c'est l'un des rares secteurs qui n'ont pas développé, surtout Volkswagen. Par contre, c'est en train de changer avec l'arrivée de l'électrique, où là, les Chinois ont mis les moyens, parce que c'est une nouvelle technologie, et ont mis surtout au niveau des batteries. En plus, ils ont aussi des terres rares avec eux. Et là, leur voiture est en train d'être supplantée. Ils ont plus d'autonomie et ils sont moins chers. Et si on met pas en place du protectionnisme, les Chinois vont carrément nous balayer comme ils l'ont fait, par exemple, avec les panneaux solaires. Oui, mais ça va arriver. Et comment est-ce qu'on peut le faire, nous, Français? Renault, les constructeurs européens, leurs jours sont comptés avec l'arrivée des voitures électriques. Oui, mais pourquoi leurs jours sont comptés? C'est pas parce que les Chinois sont meilleurs, c'est parce que les Chinois, comme tu dis, ils investissent le marché, alors que nous, on dort sur nos acquis. On sait faire des moteurs à combustion. On n'a toujours pas compris, malgré qu'il y ait Tesla et d'autres GM et tout, d'autres fabricants américains qui commencent à sortir des modèles électriques et des modèles allemands aussi, des voitures allemandes. Nous, les Français, on attend que ça se passe. Toujours pareil. On est trop conservateurs et on est suiviste, comme tu disais tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans la situation actuelle? Parce qu'on n'est pas proactif et qu'on attend d'être poussé au cul. Problématique. Donc, avec la bonne commandement, la bonne direction, on peut mettre les gens au travail, les Français au travail, pour qu'ils nous sortent des voitures électriques performantes. Au niveau du fric, oui, la Chine, elle est très riche parce que voilà, elle a bénéficié de la délocalisation, pas seulement de la France ni de l'Europe, mais même des États-Unis, etc. Maintenant, les États-Unis commencent à relocaliser chez eux, etc. Mais bon, bref, la Chine a bénéficié de cette délocalisation mondiale pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, on disait que la Chine était l'atelier du monde. C'est bien que tout le monde entier faisait fabriquer là-bas, pour des raisons égoïstes et pécuniaires de coûts de main d'œuvre moins chers. Donc oui, au final, la Chine est à la fois riche et connaissante.
à cause de ça. Mais l'argent, il se crée. Quand, comment il s'appelle, Macron dit l'argent magique, ça n'existe pas, c'est du bobard. L'argent se crée, c'est tout. La formule, c'est l'argent se crée de façon ex nihilo. Comment, quand toi tu vas à ta banque et que tu dis je voudrais un crédit pour acheter ma maison, tu crois que l'argent, ils l'ont dans la banque? Non, ils ont une fraction de l'argent qu'ils prêtent, mais si demain tout le monde disait ben, je veux retirer mes sous, ils n'ont pas l'argent à la banque, d'accord? La banque privée ou la banque de France. Donc, comment ils font? Quand toi tu demandes un crédit, ils rentrent un numéro dans l'ordinateur, et par magie, l'argent est créé. En plus qu'aujourd'hui, maintenant, ça se fait dématérialiser. Tout ceci pour te dire que il faut, et c'est dans le programme de la France Insoumise notamment, je ne sais pas où en est le Rassemblement national là-dessus, mais il faut renationaliser la Banque de France. La Banque de France doit redevenir une institution nationale. Quand le gouvernement dit « vous nous créez tant d'argent pour l'éducation, tant d'argent pour la recherche, tant d'argent pour la défense, tant d'argent pour les infrastructures », la Banque de France n'a pas à dire « oui, ben, ça sera 10% de taux de je sais pas quoi, ta gueule, on te dit que c'est à 0%, tu nous fabriques l'argent et il n'y a aucun pouvoir décisionnel qui appartient à la Banque de France. » Donc, si on renationalise la France, si on a la politique logique qu'on devrait avoir, on a les moyens de développer ci et ça. Si on reste dans la situation actuelle de capitalisme, de libéralisme soi-disant, c'est pas du libéralisme, mais bon bref, du libéralisme au gouvernement, eh bien oui, le pays est ouvert aux quatre vents, on ne stabilise pas notre économie, on la laisse s'évader, on ne fait pas de protectionnisme avec les fabrications de merde ou des fois aussi de qualité, il ne faut pas exagérer, qui viennent d'ailleurs, et ça va aller de mal en pis. Ce que j'essaie de te dire en bref, c'est qu'on a depuis une quarantaine d'années des politiques néolibérales, soi-disant, qui amenuisent le pays, et c'est ça la cause, c'est ça la raison. Donc si tu changes cette politique néolibérale, tu peux complètement inverser la vapeur et faire des miracles. En tout cas, je le pense. Alors juste, tu parlais de PIB tout à l'heure, et j'ai regardé vite fait, le PIB de la Chine, c'est 17 billions de dollars, celui de la France, c'est à peine 3 billions. Donc, en termes d'investissement, on va avoir du mal à rivaliser avec les Chinois. Après, j'ai pas compris, tu as parlé de l'argent peut se créer. C'est pas que l'argent peut se créer, l'argent se crée. L'argent, tu vas pas la chercher dans des mines ou l'accueillir sur des arbres. L'argent, ça se crée. C'est comme ça que l'argent existe. J'ai pas compris. L'argent, non, l'argent, elle vient pas de nulle part. L'argent, elle vient de nos moyens de production. L'argent, elle vient de ce que le pays produit. Et notamment, en ce moment, c'est plutôt, elle est prêtée par nos investisseurs. L'argent, d'ailleurs, elle découle aussi sur. Bon, elle découle beaucoup en ce moment, c'est sur le dollar, mais je vois pas comment tu peux. Tu veux quoi, faire tourner la machine à billets et puis inventer. D'accord, donc ouais, c'est ça. Donc c'est bien, si je comprends, c'est que tu veux faire tourner la machine à billets, c'est ça. Donc d'évaluer complètement notre monnaie et c'est ce qui va se passer. Si tu fais tourner la machine à billets, c'est ce qui se passe dans tous les pays qui ont fait ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça va être une énorme inflation. Pas du tout. Alors tout à l'heure, tu disais. La Chine, elle a mis les moyens dans les batteries et la voiture électrique. Comment ils font, les Chinois? Voilà. Les Chinois, c'est le gouvernement qui dit à son institution bancaire de subventionner son économie. C'est exactement... Mais si, tout à fait. C'est comme ça que les Chinois se sont... La richesse des Chinois vient parce qu'ils vendent parce qu'ils sont devenus l'usine du monde. Non, pas seulement. Pas seulement. C'est pas de l'argent qui a été inventé tombé du ciel. Mais si. Mais fais tes recherches sur ma chaîne. Je te remettrai en... Mais non, mais je t'assure que si. Je t'affirme que c'est le cas. Alors. La Chine, elle subventionne ses entreprises bien sûr qu'elle a aussi bénéficié en particulier du savoir, mais aussi des finances des autres pays qui ont délocalisé chez elle. Je l'ai rappelé tout à l'heure, tu l'avais dit, ça c'est une vérité. Mais aussi, elle subventionne ses entreprises.
C'est pour ça qu'il y a la guerre entre la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis reprochent à la Chine de ne pas jouer le jeu du capitalisme. Et les Américains font également ça. Ils sont exactement. très protectionnistes. Exactement. Mais oui, tout à fait. Par exemple, dans leurs avions, ils les ont Allô? subventionné à Lyon parce que ils allaient être dépassés par les avions franco. Tout à fait. Tout à fait. Boeing a été sauvé grâce au gouvernement américain. Il y a que l'Union européenne hein, qui a peur de la subvention, mais tous les autres pays le font très bien. Mais voilà, exactement. Et même, c'est pas une question. Enfin, c'est aussi. Enfin, ils subventionnent aussi parce qu'ils ont les moyens de subventionner. Ce sont la première et la deuxième grosse puissance. Nous, on pourrait. D'ailleurs, nous aussi, on subventionne. Hein. Il faut pas croire que. La preuve, pendant le Covid, on a énormément subventionné et aidé les entreprises à se redresser. Sinon, on serait parti de beaucoup plus loin. Alors, mais cet argent-là, encore une fois, elle n'a pas été, enfin même l'argent utilisé pour le Covid, elle a été empruntée. Attends. Empruntée. Aujourd'hui, les investisseurs, c'était bien. En plus, on a eu la chance parce que l'emprunt était à 0%, mais là, il est en train d'augmenter et on est en train de payer les investisseurs. Donc, je ne comprends pas l'argent, encore une fois, elle ne tombe, enfin, ça n'a pas été. Mais si. Alors, attends. Les États-Unis, effectivement, lors du Covid ou même lors de la crise des subprimes de 2008-2009, là, qu'est-ce qu'ils font les États-Unis? Avec la banque la Réserve fédérale, le gouvernement demande à la Réserve fédérale, et la Réserve fédérale, elle est aussi autonome là-dessus, c'est elle-même qui décide, ou le gouvernement qui lui demande, d'injecter de la monnaie dans l'économie. Et en injectant de la monnaie dans l'économie, elle permet de faire redémarrer l'économie, ce qui va créer de la richesse, et elle permet de se refaire payer par derrière. Mais au départ, c'est une création monétaire ex nihilo. L'argent ne vient pas de richesse produite. Ils ont connu l'inflation. Ils ont également, ça leur a. Alors, faire tourner la planche à billets, oui, ça a des avantages, surtout en période de crise. Ça permet comme ça mais ça a aussi des inconvénients. D'ailleurs, sinon, ils le feraient tout le temps. Enfin, s'il suffisait de faire tourner la planche à billets, bah, tout le monde, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Alors, mais c'est parce qu'il y a un risque d'inflation. Et pourquoi les États-Unis en sont très vite sortis? Parce qu'ils sont quand même la première puissance économique, la première puissance mondiale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, à cause de l'inflation, ils ont tout payé plus cher. Mais à la limite, c'était pas grave puisque leur économie était ralentie. Mais par contre, ça a permis de vendre à bas prix. Donc, c'est ce qui a permis, du coup, ça a relancé les exportations. Et ça leur a permis de remettre. Mais ça ne peut durer qu'un temps, puisqu'au bout d'un moment, ça, c'est utile que pour déjà une courte période et quand tu es en difficulté. Mais par contre, si jamais tu n'arrives pas à relancer ton économie pendant que tu fais tourner la planche à billets, alors là, c'est tragique. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Argentine. C'est ce qui s'est passé dans plein de pays africains. C'est la banqueroute totale. Ils sont obligés, ils sont surendettés. Ils sont obligés de faire un défaut de paiement. Et là, pour le coup, ils repartent totalement à zéro. Et ce sont les investisseurs étrangers qui prennent, pour le coup, le pouvoir. Non. Aussi... Non. En Grèce, c'est ce qui s'est passé. Mais non, tout ça, c'est de la manipulation mentale. Il faut avoir une... Hein? Ouais, d'accord, pardon. Alors, attends. Sur les États-Unis, c'est un cas un peu différent. En réalité, les États-Unis obligent le reste du monde à faire tous les échanges internationaux dans leur monnaie. D'accord? C'est un impérialisme. Moi qui suis au Japon, à un moment donné, je faisais du commerce avec les Chinois. Donc, la logique, ça aurait été que je paye soit en yuan, la monnaie chinoise, soit en yen, la monnaie japonaise. Non! Entre Chine et Japon, le commerce se fait en dollars. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont l'armée suffisamment puissante pour imposer au reste du monde d'utiliser leur monnaie. Ce qui maintient leur monnaie... Comment? Oui, c'est exact, exact. Ce qui maintient leur monnaie artificiellement à des niveaux... Enfin, artificiellement, du coup, sur une force militaire, mais pas... artificiellement dans le sens, c'est pas au niveau économique. Si c'était simplement basé au niveau économique, les États-Unis s'effondreraient quasiment du jour au lendemain, parce qu'en réalité, ils font payer leur création monétaire, ex nihilo, au reste du monde, d'accord? Donc c'est nous qui payons
le surplus de monnaie américaine. Donc les États-Unis, c'est un cas particulier. N'empêche qu'ils utilisent la politique qu'est-ce que tu as dit, de création monétaire, là, je sais plus, de la planche à billets, voilà. Ils utilisent à chaque fois qu'ils en ont besoin, donc Parce que tu crois que sans cela, ils s'effondreraient. Parce que tu crois que sans cela, ils s'effondreraient. Ils n'ont pas d'autres atouts. C'est uniquement grâce à leur hégémonie au niveau du dollar qu'ils sont puissants, et c'est pas du tout grâce à leur impressionnante industrie militaire, ni grâce à leur vente cinématographique, ni grâce à leur hégémonie technologie, comme les satellites, etc. Non, c'est uniquement parce que ils contrôlent le dollar, qu'ils sont puissants, et c'est le jour où on enlèvera ce contrôle, ils s'effondreront, toute leur industrie s'effondrera. Je suis vraiment pas sûr. Deux choses. Pourquoi leur industrie elle est florissante, comme tu viens de le rappeler? Parce que justement, ils ont cette politique agressive à imposer le dollar, donc ça leur permet de continuer à développer leur industrie beaucoup plus facilement que le reste du monde. Deuxièmement, quand je dis effondrer, je dis pas que ça va être l'Éthiopie ou je sais pas quoi du jour au lendemain. Mais par contre, l'équilibre du monde va drastiquement changer parce qu'en réalité, au niveau économique et pas au niveau de l'imposition militaire, les Chinois sont plus riches que les Américains. Donc ça ferait basculer... Pour information, ça se fait déjà. Hein. Ils ont vraiment l'hégémonie, surtout en ce moment avec la Russie. La Russie est sortie, parce qu'ils m'ont fait... ce sont les États-Unis qui m'ont fait du coup. Mais bon, ils se sont retrouvés et les Chinois sont en train de mettre en place un système équivalent à celui des États-Unis. Donc il y a effectivement une bascule qui est en train de se faire. Justement, la Chine est en train de l'emporter, mais elle était déjà en train de l'emporter bien avant qu'elle ait cette hégémonie. Elle n'a toujours pas d'ailleurs cette hégémonie économique, mais c'est pas ses billets qui ont fait. C'est parce qu'elle a eu, c'est parce qu'elle est devenue productrice, parce qu'elle produit des richesses tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle va l'emporter, même si je ne pense pas que les États-Unis vont quand même s'effondrer, ils seront toujours une grande puissance. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est uniquement dû à leur système de dollars. Si aujourd'hui, c'est quoi les grands pays, les grandes puissances économiques, Russie, Chine, Inde, et puis... le Japon. États-Unis. Le Japon est encore très loin de loin et puis en train de stagner. Mais oui, à la limite, on peut mettre le Japon, même peut-être l'Allemagne. Mais c'est quoi officiel. C'est quoi le point commun entre ces pays-là? Ce sont des pays à très forte technologie, haute technologie. Et d'ailleurs, les États-Unis, ils partagent pas non plus beaucoup leur technologie et ils sont en train de faire, justement, ce que je préconise depuis le début, enfin quand on partait de là, c'est de faire du protectionnisme au niveau technologique. Alors, et c'est en train de se faire un rééquilibrage et c'est pour ça que je pense que l'Afrique va être le grand perdant puisque l'Afrique ne pourra pas malheureusement bénéficier de ce qu'a bénéficié l'Inde et la Chine avant eux, puisque maintenant le monde se fracture actuellement et on revient à un système qu'on n'aurait peut-être même jamais dû quitter, mais dans les années 40. Mais le problème, c'est que nous, on s'est trop ouvert, on n'est plus dedans, quoi. Bon, alors, je reviens à cette histoire de planche à billets. Les États-Unis, la Réserve fédérale, c'est comme ça qu'elle fonctionne à chaque fois qu'il y a des crises. Elle fait tourner la planche à billets, ce qui maintient à chaque fois l'économie, etc. Donc la France et l'Europe en général, très peu, il y a eu un peu cette politique avec la BCE, mais très peu, utilisent peu cette stratégie. Les Chinois qui sont pas cons Pardon ? À cause de l'Allemagne ? Notamment, certainement, à cause de l'Allemagne, effectivement, qui ne veut pas dévaluer le mark. Le mark n'existe plus, mais l'euro est adossé au mark, blablabla. La Chine, qui n'est pas bête, elle utilise la même politique qui est logique de subvention et donc de planche à billets pour faire développer son économie, etc. Le Japon aussi, dans une certaine mesure. Le Japon, c'est un peu un truc un peu entre les deux. Mais le Japon a 200%. Là, on n'arrête pas, à chaque fois que tu allumes la télé, oh, la France est surendettée, on ne peut plus avoir des services publics, etc. Le Japon, qui est la 3e économie du monde, elle est à 200% de son PIB d'endettement. Donc ça va. Et ils sont encore 3e. Et au Japon, on vit
Bon, pas tout le monde vit bien, mais dans l'ensemble, on vit plutôt bien. D'accord? Donc le fait d'être surendetté à 200%, c'est pas grave, parce qu'en réalité, cette dette, elle appartient à qui? Principalement à des Japonais. Il y a un résidu d'investisseurs étrangers, mais ceux qui prêtent à l'État japonais, ce sont les Japonais eux-mêmes. L'État japonais dit... Oui, mais c'est pas le cas des autres. Oui, ben voilà. Justement, ça, c'est la force du Japon, parce que ce sont les Japonais qui détiennent la dette. Mais oui, par contre, pour le cas de la France, oui, effectivement, on est aussi super endetté, mais notre dette ne nous appartient pas. Et le jour où les investisseurs ne nous font plus confiance, le jour où ils décident d'augmenter les taux, eh ben, on devra. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Non, parce que la France est le premier émetteur de l'eurosystème, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire, la Banque de France c'est le pays d'Europe qui crée le plus d'euros. On crée les euros français parce que tu sais qu'en réalité, on dit que c'est une monnaie commune, mais chaque pays, il y a l'euro allemand, il y a l'euro ceci, l'euro cela. Bon, bref, nous les Français, on fabrique l'euro français, mais on fabrique aussi, je sais plus, l'euro grec, l'euro irlandais, etc. On fabrique aussi pour les autres pays. Le savoir-faire de la création monétaire, là je te parle de la création papier, fiduciaire, je crois qu'on dit, la France, là, cette technologie... Et en quoi ça joue sur notre dette? Mais alors, je t'explique, ça joue sur notre dette que, effectivement, la différence entre le Japon et la France, c'est que le Japon détient lui-même sa dette, alors que la France, elle est subventionnée par des investisseurs de partout. Un peu de France, mais principalement ailleurs. Si demain, il y avait Mélenchon ou je sais pas quoi qui arrivait au pouvoir, enfin, je sais pas s'il aurait la bonne idée, mais il a des économistes autour de lui, etc., on ne doit plus se faire financer par des trucs extérieurs. Et si les investisseurs extérieurs disent « Nous, on ne veut plus vous financer », c'est pas grave, on s'autofinance, on sait créer l'argent. Et s'ils disent « Vous devez me rembourser ce que j'ai chez nous », mais c'est pas grave, on crée l'argent. Et effectivement, ça va créer une dévaluation, mais dans une certaine mesure, la dévaluation peut être bénéfique, d'accord? Surtout si on adosse cette dévaluation à un protectionnisme, ça veut dire les gens ils doivent acheter français parce que acheter à l'extérieur ça coûte plus cher vu que la monnaie elle est plus chère, donc quand tu achètes à l'extérieur c'est plus cher. Donc si tu fais un protectionnisme et que tu pousses les Français à acheter d'abord français, eh bien voilà, ils auront ils sentiront pas trop la dévaluation. La dévaluation, elle est pas mauvaise en soi, c'est trop de dévaluation qui est mauvaise. Donc tu as raison de dire, faire tourner la planche à billets n'importe comment, ça peut entraîner des mauvaises choses. Je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même une gestion à avoir. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis, donc il y a un équilibre possible qui existe. Simplement là, la France, pour je ne sais quelle raison, ne veut pas utiliser les mêmes politiques financières notamment, mais de protection économique, etc., que les États-Unis ou que la Chine. Donc forcément, on se retrouve dans cette situation. Mais ce n'est pas une situation fatale ou naturelle, c'est une situation qui résulte d'une certaine politique. Donc c'est toujours... Peut-être parce qu'on n'a pas aussi les moyens de faire ça, tout simplement. Mais si on les a, les moyens... Imagine demain, vraiment ce que tu proposes, c'est tout simplement d'annuler la dette. Ok, demain, on annule la dette. Oui. Comment on fait pour financer le service public, car on paye beaucoup plus que ce que l'on a. On a beaucoup plus de dépenses que de recettes. Donc comment on fait si demain on annule la dette, plus personne, c'est bien simple, c'est très simple. Ben, c'est ce qui s'est passé en Argentine ou dans d'autres pays. Quand c'est comme ça, après les investisseurs, ils ne vont plus tout simplement pas investir, ou alors s'ils investissent, ça va coûter très 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 cher. Et du coup, ça va être l'effondrement du service public. Si demain on évalue la dette, on n'arrivera plus à payer les infirmières. Pourquoi? Tu vas les payer comment? Avec des faux billets? Mais ça risque, ça va être compliqué. Pas du tout. Alors, premièrement, effacer la dette, le terme technique, c'est un moratoire de la dette. Un moratoire, ça veut dire, bon, on range la dette dans un placard et éventuellement, un jour, on la paiera. Alors que dans la majorité des cas, on ne la paie pas. L'Allemagne, au sortir de la guerre, avait une dette colossale, notamment la Grèce. Je ne sais pas si tu en as entendu parler avec l'histoire de Tsipras, etc. Mais l'Allemagne avait une grosse dette envers la Grèce qui lui a prêté de l'argent qu'elle n'a jamais vu. Donc, les dettes, ça peut se payer, mais ça peut aussi ne pas se payer. Et ça a existé dans l'histoire, maintes fois,
Et ce n'est pas l'effondrement du pays. Il y a eu des pays, comme tu dis, l'Argentine. L'Argentine, en réalité, c'est pas seulement une question de défaut de dette. C'est aussi parce que le FMI est venu et qu'il a dit, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, il faut que vous détruisiez vos services, vos infrastructures, que vous privatisiez tout, les services publics, etc. Et c'est à cause de cette grande privatisation de toute leur économie qu'ils se sont effondrés. C'est pas un défaut de la dette en soi, en réalité. Le défaut de la dette a été l'excuse pour dire, bon ben si vous voulez qu'on vous prête, il faut que vous détruisiez, ils n'ont pas dit détruisez votre pays, mais il faut que vous vendiez tous vos bijoux de famille. Donc non. C'est normal. Par contre, ce qui s'est passé en Argentine, c'est normal. C'est la même chose que ce qui se passe pour un cas particulier. Si demain tu as une dette et qu'on te dit, bon c'est bon, je ne veux plus la payer, qu'est-ce qu'il fait la banque? La banque, elle va saisir tes biens. C'est ce qui s'est passé en Argentine. Non. C'est également ce qui s'est passé en Grèce. La Grèce, elle dit, bon, j'arrive plus à payer. Les Chinois, ils sont arrivés. Ils disent, OK, nous, on a de l'argent, on veut bien vous en donner. En échange, vous nous donnez votre port. Non. C'est ce qu'ils ont fait. Non. Alors, non. En Argentine, oui. Après, si tu payes plus la dette, en fin de compte, c'est juste de l'argent. Les investisseurs vont directement s'en prendre au bien. Mais non. Alors, écoute. Déjà, c'est une erreur de comparer l'individu à un État. Pourquoi? Parce que l'individu, il va vivre quoi? 100 ans et au bout d'un moment, il n'est plus là. L'État, lui, il est éternel. D'accord? Donc, c'est pour ça... Comment? Oh non, l'État n'est pas éternel. Oui, alors... Aucun État n'est éternel. Oui, d'accord, mais virtuellement... disparition de l'État. Oui, d'accord. Mais bon, après, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, un État, c'est pour ça qu'il peut faire... Je sais plus, je crois qu'on dit rouler la dette, ou je sais plus quel est le terme. C'est-à-dire, en fait, c'est une dette perpétuelle. Il la paye pas, ou alors, tu sais, c'est un peu la pyramide de Ponzi, ou je sais pas quoi, là. Il emprunte pour payer sa dette, et il continue à emprunter pour payer sa dette, et en fait, ça roule à une seule condition, et c'est là où on peut quand même remercier nos dernières politiques. Parce qu'encore une fois, même pour Macron, je continue toujours à nuancer mes propos, même si je n'aime pas Macron, il y a quand même une chose qui est bien avec Macron, et c'est là que je reviens à la condition de donner confiance aux investisseurs. Mais arrête avec ça. Et là, Macron, il a parce que tu peux payer la dette tant que les investisseurs décident de te prêter de l'argent, mais le jour où les investisseurs n'ont plus, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les notations de tel ou tel institut, le jour où t'es dévalué, où la confiance n'est plus, l'investisseur, il va plus prêter l'argent, il va dire, ok, je te prête de l'argent, mais à un taux beaucoup plus cher. Mais non, tu comprends pas. L'investisseur, c'est toi. L'investisseur, c'est le pays. Si, moi qui suis humaniste, universaliste, etc., je suis peut-être... ça va paraître contradictoire, alors que pour moi c'est tout à fait sensé. Je suis contre les investissements extérieurs. Je ne veux pas d'investissement extérieur. Enfin, s'ils veulent, je vais pas leur interdire de venir, mais je vais pas leur demander, s'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent. J'ai pas besoin de leur argent. La France peut créer elle-même son argent, comme les États-Unis fait tourner la planche à billets, comme la Chine fait tourner la planche à billets. On est capable, on a la technologie, le savoir, etc. On peut faire tourner notre planche à billets. On n'a pas besoin des investisseurs. Donc les investisseurs, si demain ils disent on vous paye, on vous finance plus, on veut plus investir chez vous. Bon débarras, je m'en bats les couilles, cassez-vous, allez investir ailleurs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça n'a aucun effet sur moi. Et ou alors s'ils disent on va augmenter de l'argent magique. De la fausse monnaie. Oui, mais c'est pas de la fausse monnaie. Mais non. Ça sera de la monnaie qui n'aura plus aucune valeur, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a l'or aussi qu'il faut compter en jeu. Non, pas du tout. La monnaie n'est pas uniquement virtuelle. Elle se base, et encore une fois, ça se base sur de la confiance. C'est d'ailleurs pour ça que sur la confiance. Les États font de stock d'or, parce que le jour où et un jour, on pense bien, c'est là les collapsologues qui disent là-dessus, un jour, plus aucun investisseur n'aura de confiance, et dans ce cas-là, le monde bancaire va s'écrouler. Et dans ce cas-là, on reviendra en arrière, on fera du troc, et on aura des valeurs de refuge, ou alors comme l'or ou l'argent. Mais tout est une question de confiance. Le jour où plus personne n'a confiance, ta monnaie, effectivement, c'est du papier, elle n'aura aucune valeur. Mais dans ce cas-là, après, on reviendra à l'ancien système, et je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Alors, premièrement,
Oui, je suis d'accord avec toi. L'argent, c'est une question de confiance. Je suis d'accord avec toi. Sur l'adossement à l'or, je suis pas d'accord avec toi. Depuis les accords de Bretton Woods, en je sais plus quelle année, des accords unilatéraux américains, c'est les Américains qui ont décidé. Le dollar n'est plus adossé à rien. Il était adossé à l'or. Oui, t'as raison, parce que les Européens ont mis leur confiance sur les Américains. C'est uniquement, parce qu'en fin de compte, si le système américain tient, c'est parce que le monde, et plus précisément, enfin, quoi qu'on peut dire, c'est que tout le reste des pays ont leur confiance au dollar. Alors, c'est pas... le jour où il y aura une perte de confiance des Américains, et ça peut arriver justement avec l'arrivée de la Chine ou de la Russie qui est en train de faire cavalier seul, le dollar va s'écrouler, et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours une question de richesse et de valeur, ou alors on revient au troc. C'est ce qui s'est passé. Non, alors attends, une seconde. Oui, effectivement, les Européens placent leur confiance dans le dollar américain. Mais il faut nuancer, parce que, je ne sais pas si tu as entendu parler des BRICS, donc Brésil, Russie, Chine, je ne sais plus quoi, machin truc, Pakistan, Inde et tout ça. Eux, ils veulent sortir justement de la domination du dollar. Ils veulent avoir... faire commerce dans leur propre monnaie, etc. Et les Américains, ils ne veulent pas, parce que à la fois c'est une perte de puissance, comment ça s'appelle, voilà, de mainmise sur les économies des autres, mais c'est aussi délétère pour eux, parce que leur économie, tu me crois pas, mais je t'invite à faire tes recherches, leur économie est aussi, oui, ils ont des grandes entreprises, ils sont très novateurs, etc. Ah oui, je dis pas que leur économie n'est, enfin que, évidemment, sinon ils le feraient pas. Je dis pas qu'ils n'ont aucun intérêt à garder une sorte d'hégémonie au niveau de la planche à billets. Ah oui, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est juste un facteur d'économie. C'est pas juste, toute leur économie ne repose pas que ça, parce que même, imaginons, demain, ça s'écroule, tout s'écroule, c'est-à-dire que l'argent n'a plus aucune valeur, c'est la fin de l'économie libre marché au niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours des transactions, toujours des trocs. Ça, depuis que l'humanité existe, ça a toujours été comme ça. Mais ça sera du troc, et on va revenir sur des valeurs mais il y aura toujours une question de richesse. Et donc là, on reviendra à notre sujet du départ, c'est la production de richesse, tout simplement. Alors, oui. Et donc, celui qui va l'emporter, ce sera celui qui aura le meilleur produit. Et là, on en revient toujours à la base. La base, c'est pas l'or, ni le dollar, ni la monnaie de façon générale. La base, en réalité, c'est le travail. La base, tu vois, c'est ça. Si tu as la capacité de produire, de faire quelque chose, tu as la capacité de t'en sortir. Là, il y a une mystification mentale qui est de remplacer la réalité centrale du travail par l'argent. Et on croit que si tu n'as pas de financement, si tu n'as pas d'or, si tu n'as pas de dollars, etc., eh bien tu n'as rien. Mais non, si tu as du travail, le fait que tu n'aies pas de monnaie, c'est pas grave, parce que tu peux quand même t'en sortir. Et si tu as de la monnaie, mais que tu n'as pas de travail, tu peux pas les bouffer, ni tes pépites d'or, ni tes billets de dollars. Donc la réalité, c'est le travail. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là on revient, là on vient de faire une boucle. Tu es en train de dire, mais le travail c'est quoi? Le travail c'est le savoir, le travail c'est le produit. Oui, alors écoute. Donc on en revient à notre sujet de. Alors, on vient d'avoir fait la boucle. Alors attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir de faire la boucle. Tout à l'heure, tu me demandais, mais comment tu fais s'il n'y a plus d'investisseurs, etc., pour payer les aides soignantes, les services publics de façon générale. Et je te disais que l'argent, pour l'instant, on est dans un système monétaire, on pourrait être dans un autre système, mais c'est trop d'imagination pour en parler, donc je mets ça de côté. On est dans un système monétaire. L'argent, c'est en français, démarreur, un Kickstarter. Ça permet de démarrer l'action, d'accord? Pourquoi? Parce que, comment te dire? C'est comme ça que tu crées la richesse. C'est-à-dire que si tu paies les infirmières pour qu'elles se lèvent le cul le matin, pour qu'elles aillent soigner des gens, en soignant des gens, elles créent la richesse. C'est en soignant des gens qu'elles créent la richesse. Toi, en leur donnant de l'argent, tu les fais démarrer à créer de la richesse, si tu veux. C'est pas l'argent qui démarre de la richesse. En fait, c'est un peu... Est-ce que tu arrives à comprendre? C'est-à-dire que toi, tu leur... J'ai compris où tu veux en venir, mais là, on en revient encore à la notion de compétitivité. Ok, tu veux inonder le marché de ton propre argent, sauf que ton argent que tu vas créer, il ne vaudra rien à l'extérieur. Alors, oui, parce que l'argent, imaginons, regarde, tu vas créer, on retourne aux francs, 1000 francs, tout ça, ok,
Mais à l'extérieur, ils sont bien conscients que tu fais tourner la planche à billets. Et donc, quand tu vas vouloir vendre tes produits, comment ça va se faire? Ils vont dire, bah non, nous, on veut pas de tes billets. Mets-toi au dollar ou mets-toi ou alors. Et là, on en revient à notre problématique de départ. Si tu n'arrives pas à être compétitif à l'extérieur, tu n'arriveras pas à vendre tes produits. Et en fait, tout ce que tu proposes, en fin de compte, c'est t'extraire du marché. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça va être en notre défaveur. Les Américains et les Chinois peuvent le faire parce qu'on est tous derrière à les suivre. Écoute. On est tous derrière à les suivre. Mais si la France le fait, qui est-ce qui va suivre la France? Écoute. Pourquoi il y a des investisseurs qui viennent investir en France? La France est un tout petit pays, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la France a des infrastructures, a un corpus législatif, d'accord, a une organisation globale du savoir, etc. De façon générale, une organisation qui permet la production, qui permet le marché, qui est stable. C'est pour ça qu'ils vont pas... Jusqu'à présent, on est d'accord. Voilà, d'accord. Donc, quand toi, État, on se met pour l'instant dans cette optique-là, parce qu'il faudrait que je nuance plein de trucs, que je dise, que je définisse ce que j'entends par État, mais quand toi, État, tu payes tes fonctionnaires, que ce soit des infirmières, que ce soit des gens qui vont faire les infrastructures, les routes, les ponts et tout le bordel, les hôpitaux, les écoles, tes enseignants, tes chercheurs et tout le bordel, quand tu paies tous ces gens-là, qui commencent à créer de la richesse, qui commencent à structurer la société, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer les conditions nécessaires à la structuration et à l'équilibre de la société. Sur cet équilibre, va y avoir le marché libre, donc là je t'ai parlé que des fonctionnaires, mais les marchés libres, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur ou la petite entreprise familiale du coin qui, parce qu'il y a une route, je peux faire ça, parce que quand je suis malade, je peux me faire soigner, etc. Donc sur cette base étatique, fonctionnaire, etc., l'économie libérale va pouvoir... se créer, d'accord? L'économie libérale qui se crée, elle va créer de la richesse et elle va aussi créer de la demande. Elle aura besoin des machines-outils allemandes ou d'une technologie américaine, ou je sais pas quoi. Et donc là, c'est à ce moment-là, en troisième phase, si tu veux, que les investisseurs extérieurs vont se dire, tiens, le pays est structuré, il y a des infrastructures, les gens se font soigner quand ils sont malades, donc ils peuvent revenir à la production, etc., etc. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent, mais bon, bref. Et il y a une économie libérale qui est en train de se créer et de fleurir, là, comme on dit. Et donc là, ça nous intéresse de venir investir, si on reste encore dans cette logique d'investissement extérieur. Donc, si on prend conscience que en prenant le pouvoir de battre monnaie, c'est-à-dire de créer l'argent se crée toujours ex nihilo, ça c'est une vérité. Les banques privées, les banques nationales, les banques, c'est ex nihilo, ça se crée à partir de rien. Donc, si on comprend que en prenant ce pouvoir, eh bien, on se donne soi-même les moyens de développer et de sécuriser notre économie, notamment de sorte que les pays voisins vont vouloir venir investir ou acheter nos produits, parce que si on se développe, qu'il y a une économie libérale qui se développe... Oui, mais je pense que tu n'arrives pas à me comprendre. Moi, c'est moi qui dois mal m'exprimer. Vas-y. J'ai compris où tu voulais en venir. À chaque fois, oui, on est toujours dans la notion, oui, on va créer de la monnaie, on maîtrise notre monnaie, on va en donner quand il en manquera, etc., etc. Sauf que le problème de la monnaie, c'est encore une fois, la monnaie, c'est du papier, tout repose sur la confiance. Mais y compris la confiance, imaginons on parle des infirmières. Les infirmières, elles reçoivent ta monnaie parce qu'elles ont confiance en la valeur de la monnaie. Mais le jour où, à l'international, parce que c'est ça, par contre, le problème, c'est qu'il faut que tu sortes de l'État français. On est dans un monde... Voilà, on est dans un monde mondialisé. Il n'y a pas que la France. Mais je viens de te le dire. Oui, ton système pourrait parfaitement marcher si on était tout seul ou si on était les plus puissants. Là, oui, mais non. Parce que ce qui va se passer si tu donnes de la monnaie à profusion que tu construis toi-même, c'est ça ton idée. C'est ça ton idée. Non, écoute, je viens de te le dire. Oui, au départ, il y a le financement, si tu veux, hors sol, si tu veux, de l'économie. Mais ce financement, entre guillemets, hors sol, il va générer de la réelle richesse, d'accord? Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Je te l'ai dit, je suis pas déconnecté du reste de l'humanité, parce que je te l'ai dit, si la France est un marché potentiel pour les autres, c'est-à-dire les gens ont un pouvoir d'achat, etc., ils se font pas la guerre, ils sont pas dans la famille, etc., ils sont en demande d'iPhone ou de ci ou de là, les pays vont vouloir faire commerce avec la France. Les pays, ils cherchent, surtout dans le capitalisme, ils cherchent toujours des nouveaux marchés. Donc, si la France est stabilisée, ils vont vouloir vendre en France. Et donc là, tu es parti, là, tu es sorti de la logique. Donc là, tu reviens à la réelle richesse, donc celle qui est produite par le travail, celle qui est produite par nos usines, etc. C'est ça. Par les infirmiers, etc. Là, tu es revenu là-dessus. Ok, mais oui, mais on est riche encore, c'est parce qu'on a du coup, je suis perdu, parce qu'on est riche, c'est parce que justement on est capable de produire cette richesse, c'est parce qu'on a encore on a les connaissances, on a le savoir, on a les moyens de technologie, voire même les matériaux. Mais oui, mais du coup là on revient à la discussion de départ. Donc si jamais tu partages ce savoir, si nous n'avions plus le monopole de ce savoir, on deviendra forcément moins riche. C'est ça que je ne comprends pas. Par exemple, les Chinois, là, on revient à ma question de départ. Si les Chinois investissent majoritairement avec leur réelle richesse également, les Chinois ont également, enfin tous les pays ont leur réelle richesse. Si les 17 billions, ils investissent là-dedans, comment toi tu fais avec ta propre réelle richesse qui n'est que de 3 billions? Comment tu fais pour rivaliser avec ça, pour qu'on ait des produits aussi performants que les leurs? On en revient à ma question du départ. Alors, comment tu fais? Alors, plusieurs choses. Alors, j'arrive pas exactement à comprendre ton concept de rivalité entre les pays. Il n'y a pas nécessairement de rivalité, il y a une compétition, d'accord, à faire les meilleurs produits, etc. Mais c'est pas une rivalité. Si moi je sais tout faire, toi t'es nul, tu sais rien faire et tu seras plus jamais rien faire. Non, ils seront peut-être faire des choses mieux que nous. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec les Japonais qui savent faire de meilleurs appareils photo, les Américains qui font de meilleures photos, de meilleurs téléphones, etc. Mais la France, c'est quand même faire des trucs, malgré qu'on continue à délocaliser à tour de bras. Malgré qu'on sache en faire de moins en moins et qu'on est dans le déclin. Oui, mais là... Reprenons l'exemple des voitures électriques. Oui, mais je te l'ai dit... Qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois vont... ils sont déjà, et ils l'ont fait, ils sont en le faire, donc ça va être, c'est tracé. Les Chinois, à l'heure actuelle, ils nous ont dépassé, ils ont des voitures moins chères et plus performantes. Oui, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les vendre aux Africains. On va prendre par exemple l'Afrique ou l'Amérique, on prend les deux, on va prendre l'Afrique. Les Africains, ils vont acheter des voitures chinoises, mais ils ne achèteront plus des voitures françaises. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Renault, les dernières usines, ils vont devoir fermer, puisque le marché français ne suffira pas à Renault de tourner auquel. Donc, on sera obligé aussi d'acheter des voitures chinoises. Et c'est comme ça qu'on s'appauvrit. Est-ce que tu as compris? Oui, mais comme ça. Je te l'ai dit. Mais oui, mais là où on ne s'est pas compris, c'est que ça, j'ai bien compris. Mais la problématique, c'est pas que les Chinois se développent. C'est pas ça la problématique. Si les Chinois se développent, c'est dans le capitalisme, la compétition. Lui, il fait mieux, il faut que je fasse mieux. Là, la problématique, c'est pas que les Chinois se développent, c'est que nous développons pas parce qu'on dort, Renault, Peugeot, Citroën, ils dorment sur leur laurier. Ils se sont pas encore réveillés au fait que demain, qu'on le veuille. Si on le faisait, comment est-ce qu'on peut rivaliser avec les Chinois? Mais parce qu'on est capable de recherche et développement en France. On est capable, nous aussi, d'imaginer des nouvelles technologies, etc. On est capable. Mais les Chinois aussi ont des recherches et développement. Mais oui, mais alors? Ils le font, on le fait. Sauf que la différence, c'est que les Chinois sont plus nombreux et ils sont plus riches. Donc forcément, leur recherche et développement sera meilleur. Non, alors, le fait qu'ils soient plus nombreux, c'est peut-être un avantage parce qu'effectivement, il y a plus de cerveaux. Il y a plus d'ingénieurs. Il y a plus d'ingénieurs, etc. Ok. Le nombre... Le fait qu'ils soient plus riches, ils auront de meilleurs matériels pour... par exemple, les super ordinateurs calculateurs, là, ça coûte des millions et des millions. Il faut les avoir. Même si on investit avec l'université, ça coûte extrêmement cher, la recherche et développement. En plus, c'est risqué. Oui, mais... Comment est-ce que nous, on peut, petit État, rivaliser avec... En plus, on dit les Chinois, mais les États-Unis, c'est pareil. Comment on fait pour rivaliser avec ces deux grandes superbes puissances? Ok. Tout en continuant à partager
notre savoir. Mais en plus, on se fait une balle dans le pied parce que les Chinois et les Américains, eux, ils ne partagent pas leur mais savoir. bien sûr que si, mais bien sûr que si. Il y a beaucoup il y a la majorité, une grosse partie des entreprises américaines font fabriquer en Chine. Où est-ce qu'il est fabriqué l'iPhone? Made in China. Il est fabriqué où mon ordinateur? Made in China. Les Japonais, ils font de super appareils photo. C'est fabriqué où? En Chine. Tout est enfin pas tout, mais une grosse partie des trucs sont fabriqués en Chine. Donc les États-Unis partagent leur savoir, les Japonais partagent leur savoir, etc. Et tu peux pas l'empêcher ça, parce que même d'ailleurs. Tu sais quand les Chinois ils vont fabriquer dans des ports et tout ça, etc. Dans les autres pays, tu sais comment ils font? Ils font venir leur main d'œuvre. Comme ça, ils ont le contrôle justement de la technologie qu'ils utilisent pour leur construction. Voilà comment ils gèrent les Chinois. Et les Américains, t'inquiète pas, ils sont en train actuellement de délocaliser. Ils sont en train de mettre des vétos sur des entreprises qui voudraient aller à l'étranger et ils leur disent non, vous allez pas là-bas, car ils savent que s'ils vont là-bas, il y a un risque. Mais oui, ce que tu dis là avec tes téléphones, mais là tu parles d'une ère qui est en train d'être révolue. C'est révolu, effectivement, mais c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est que justement tout le monde puisse fabriquer des téléphones. Enfin, quand je dis l'erreur, c'est pas l'erreur pour l'humanité. J'entends bien, attention, c'est là peut-être qu'on se comprend peut-être pas. C'est pas une erreur pour l'humanité, c'est une erreur pour la France et peut-être globalement pour l'Occident. C'est comme ça qu'on a perdu. Les autres nous ont battus à notre propre jeu, tout simplement. Ils ont fait, OK, on va faire du capitalisme, on va être une main-d'œuvre moins chère, et en échange, vous allez nous transférer votre richesse. Nous, on s'est dit, notre savoir, nous, on s'est dit, jamais ils arriveront à nous rivaliser en termes de savoir. Malheureusement, les Chinois ont mis moins de 30 ans pour construire des meilleurs ordinateurs, des meilleurs téléphones, des meilleurs iPhones que nous. Mais voilà. Mais c'est parce qu'on a, et à la base, et je reviens à la base, c'est pourquoi? Parce qu'on a partagé notre savoir. C'était une bonne chose d'un point de vue humanité, mais d'un point de vue national, civilisationnel, c'était une énorme erreur. Ok. Mais encore une fois, je ne doute pas une seconde qu'ils auraient quand même fini par nous rattraper, mais c'est juste que je pense que ça aurait pris quand même beaucoup plus de temps. Ben, c'est que relativement récemment que la Chine a connu un essor formidable. Pendant longtemps, ils étaient moins que je sais pas moi, que l'Italie ou je sais pas quoi. On se mettra pas d'accord là. Juste pour terminer, tu remarqueras, c'est quand même marrant, les Américains, c'est au moment où les Chinois commencent à les rattraper que les Américains font du protectionnisme, mais vraiment à donf, que les Américains bloquent leur marché. Et voilà, c'est quand même récent, leur protectionnisme. Alors, jusqu'à présent, ils ont toujours dit OK, pas de souci, on capitalise, etc. à fond. Et maintenant que les Chinois sont en train de les rattraper, c'est amusant, c'est quand même amusant de voir ce changement de ton des Américains. Mais le problème, et c'est ça que je reproche à l'Europe, c'est que les Américains, à la limite, je reproche pas aux Américains de faire ça. Les Américains font ça en fonction de leur intérêt et à leur place, voilà, ils ont raison. Et les Chinois, un jour, ils font ça, la même chose avec les Indiens. Mais le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a jamais fait ça. Elle a regardé les autres le rattraper. Elle regarde maintenant les autres de dépasser. Et elle continue toujours, elle fait pas de protectionnisme, elle continue à transférer son savoir au reste du monde, et à la fin, c'est elle qui est dans le déclin. Tu peux regarder, tu parlais du classement du PIB, regarde le classement des PIB, les 10 pays, les 20 pays les plus puissants en 1940, les 3/4, c'est des pays européens. Maintenant, tu prends les 20 pays les plus puissants actuellement, on n'est plus que la moitié, et la plupart, on est en train de descendre dans le classement. Voilà. Est-ce que c'est fataliste de dire ça? J'ai l'impression, non, c'est réaliste, c'est une réalité. Mais on aurait pu faire autrement si on n'avait pas partagé notre savoir. J'en suis persuadé. Non, alors, ok, on se mettra pas d'accord. Je vais remettre une pièce dans la machine, mais la problématique, ça n'a pas été de partager le savoir avec les Chinois, ça a été de sortir d'enlever le savoir de la France. Maintenant, le savoir, on l'a perdu parce qu'il n'y a plus d'intérêt économique pour les entreprises à faire fabriquer en France. Donc, le savoir textile, aujourd'hui, si tu veux faire fabriquer des belles dentelles, enfin, je crois que c'est encore possible ici et là, mais c'est devenu... Il y a des entreprises, par exemple, françaises, enfin,
qui se créent et qui veulent tout faire fabriquer en France, et le savoir s'est perdu parce que voilà, il a pas été prolongé. C'est pas parce que les Chinois nous l'ont volé, c'est parce que les capitalistes, au lieu d'aller le mettre là-bas et de le garder ici, ils l'ont enlevé d'ici pour le mettre là-bas. C'est les capitalistes. Mais tu fais exactement la même erreur que les capitalistes. Mais non. Mais je viens de te dire. Tu penses que les Chinois, même si on avait gardé, tu penses qu'on aurait quand même continué à être compétitif, à être meilleur, voire à la limite être aussi bon que les Chinois si on était sur le même pied d'égalité. Mais non, on ne sera jamais sur un même pied d'égalité. Encore une fois, ils sont plus nombreux et ils sont maintenant plus riches. Comment veux-tu au final, on revient sur la malheureuse et cruelle loi du plus fort, mais c'est ça. Au final, comment est-ce que tu peux rivaliser avec 17 billions de dollars en créant. On en revient à cette question. En créant l'argent, je te l'ai dit, fais tes recherches. L'argent se crée ex nihilo. Quand Macron dit il n'y a pas d'argent magique, il ment, c'est un banquier. Il sait très bien que l'argent est magique dans le sens où il suffit de le créer. Bon, ok. Et si tu crées de l'argent, tu dévalues ta monnaie, plus personne n'aura confiance en ton argent. Pas du tout. Et là, on en revient, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, cite-moi un seul pays, à part les deux pays les plus puissants du monde, qui sont la Chine et les États-Unis. Non, mais cite-moi, il y en a 200, il y en a plus de 200 de pays. Cite-moi un pays qui a réussi à s'en sortir en faisant tourner et qui continue encore à faire tourner sa machine à billets en créant de l'argent continuellement. Ok, tu me donnes un défi là. Tu me dis, ne cite pas les deux meilleurs exemples qui utilisent le modèle que tu dis pour s'en sortir. D'accord? Tu m'enlèves deux jokers et tu me dis, vas-y, cite-moi un autre pays. Tu me donnes une difficulté. Il y a un qui fait tourner sa machine à billets et puis qui arrive à devenir juste en créant de l'argent. Le Japon, troisième économie du monde. 200% de dette nationale. Voilà, ça y est, je te l'ai donné l'exemple. Donc, je te dis, l'argent n'est... Le Japon, c'est l'un des pays qui exporte le plus au monde. Mais oui, par contre, tu es en train de me citer un pays qui produit énormément de produits de richesse. Oui, l'argent, en quoi est-ce qu'il crée? Enfin, c'est pas... La monnaie n'a rien à voir, il produit de la richesse. Mais bien sûr que la monnaie... Il est numéro 1 dans tout ce qui est domaine informatique. Donc, oui, mais comment tu le sors? Comment tu la sors, cette truc? Il faut bien que tu payes les gens au départ pour qu'ils commencent à fabriquer des choses. Il faut bien que les gens puissent aller s'alimenter, se payer un logement pour pouvoir aller travailler. Donc, au départ, il faut... ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris des décennies. Je suis d'accord avec toi, mais... Pour devenir la troisième puissance du monde. Oui, d'accord. C'est comme les Chinois. Comment tu fais? Au départ, tu commences petit, tu vends des petits produits, puis après, petit à petit, tu deviens de plus en plus. Après, si tu es performant, si tu es protectionniste, tu peux y arriver. D'ailleurs, le Japon est un pays extrêmement protectionniste. Merci, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ce que je te dis. La France est petite. Elle recommence petite, etc. En faisant les bonnes politiques, protectionnisme et investissement, etc. Elle pourra s'en sortir, comme tu viens de le dire. Magnifique démonstration. Bon, écoute, on avait dit 1 heure, je crois que ça fait 1h30 ou 2 heures. 2h30, non? Mais sans utiliser la création de l'argent, c'est ça que je comprends pas. C'est ça, le Japon n'a pas eu, c'est pas une question de... Si. Ils ont été compétitifs justement au niveau du savoir. Qu'est-ce qui rend les Japon aussi bons dans le monde? Ils sont reconnus partout. C'est parce qu'ils ont un savoir énorme, surtout au niveau électronique et même au niveau et d'ailleurs, c'est aussi un transfert de technologie de l'Amérique au Japon, tout comme il y a eu un transfert de technologie d'ailleurs de l'Occident vers la Chine. Mais encore une fois, mais je comprends pas du coup l'idée de la machine à billets. Alors, le Japon, comme tu dis, au sortir de la guerre, il était très arriéré technologiquement comparé aux États-Unis en particulier. La Chine, l'Europe, je sais pas, mais en tout cas aux États-Unis, ils étaient très arriérés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Fut un temps, aujourd'hui on dit ouais, les Chinois ce sont des copieurs, etc. Mais fut un temps, c'était les Japonais qui étaient considérés comme ça, tu vois. On disait que l'archétype du Japonais, c'était le mec avec son appareil à photo qui venait, qui prenait des photos d'absolument tout, etc. pour voler le savoir et le ramener chez lui, etc. Comment ils ont fait? Ils ont pris le savoir. Bon, les Américains leur ont aussi donné du savoir parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient que le marché japonais puisse
que le Japon devienne un marché pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils leur ont donné l'impulsion de départ pour que le Japon devienne un marché et un débouché pour leurs produits, les Américains. Donc il y a toujours... Encore une fois, c'est bien une erreur de l'Occident. Mais c'est pas une erreur. Je viens de te dire... Si, parce que ce que maîtrisent les Japonais, c'est ce qu'ont perdu comme maîtrise les Japonais. Ils viennent concurrencer directement dans les plates-bornes. S'ils sont maintenant... Le Japon est la troisième puissance économique maintenant au monde. Avant, c'était quoi? C'était un pays européen. Donc, c'est bien que le Japon a dépassé les pays européens. Donc, c'est bien que les Européens ont fait une erreur. Alors qu'ils étaient premiers, maintenant, ce sont les Japonais les premiers. Mais non, les Européens n'ont pas... Il y a eu un problème d'à côté. Mais c'est pas un problème. Je viens de te dire, l'intérêt des Américains à l'époque, ils auraient pu dire, si la logique que tu dis, il faut surtout pas partager le savoir parce que ça risque de leur permettre de se développer, de nous dépasser. Si c'était la logique, les Américains, pourquoi ils auraient aidé à développer tel et tel pays? Ils l'auraient pas fait du coup. Mais le Japon n'a jamais dépassé, ils sont encore très très loin du niveau des USA. C'est pour ça que les Américains n'ont pas peur des Japonais, parce qu'ils savent bien que les Japonais ne les dépasseront jamais. Mais si jamais les Japonais auraient menacé par une quelconque, je sais pas, économiquement, si les Japonais auraient, d'ailleurs, pendant un moment, il me semble, quand j'ai vu un reportage sur le Japon, pendant un moment, ils ont un petit peu eu peur, les années 90, les Américains, et ils se demandaient si justement il fallait pas appliquer une politique protectionniste. Mais s'ils l'ont pas fait, c'est parce que justement, les Japonais, et ils le sont encore, ils sont très très loin derrière les Américains. Je crois que c'est 5 billions de dollars. Enfin, les Américains, c'est plus de 25 millions. Donc, ils ont encore une sacrée marge. C'est pour ça que les Américains, ils s'en font pas. Mais ma main coupée, si les Japonais avaient fait comme les Chinois, ils avaient rattrapé les Américains auraient coupé le robinet et ils auraient mis une politique protectionniste. Mais après, la solution que tu proposes, le protectionnisme, c'est exactement ce que propose également le Rassemblement national. Là-dessus, on est d'accord, mais c'est justement ça. C'est un blocage des transferts des savoirs. C'est ça le protectionnisme. Mais non, c'est pas ça le protectionnisme. Ça peut être une forme de protectionnisme, mais le protectionnisme, c'est pas ça. Ça peut être différentes choses, le protectionnisme. Bon, écoute. Est-ce que le Japon, il partage ses technologies, son savoir au reste du monde? C'est un peu une petite question. Est-ce que tu as un exemple? Tu connais la marque Canon? Oui. Ouais. Il y a marqué en dessous Made in Taiwan. Donc, pour que les Taïwanais puissent fabriquer ça, il faut bien que les Japonais leur disent comment faire. Ah oui. Donc oui, n'importe quel pays, aussi capitaliste soit-il, il va disséminer son savoir parce qu'il veut toujours faire de la marge supplémentaire sur le dos des travailleurs les moins chers possibles. Et ça entraîne... C'est là à la limite qu'on pourra peut-être se rejoindre. Taïwan, ok, alors encore une fois, mais là tu cites encore un pays tout petit par rapport au Japon. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Et c'est là-dessus, ce que je raconte, à la limite, si tu veux partager pour produire mieux, pourquoi pas, mais il faut que ça soit un pays dont les capacités, dont il ne pourra jamais nous dépasser. Par exemple, si la France disait à la Tunisie, la France, ça pourrait être la Tunisie. La Tunisie pourrait bien se développer, parce qu'il n'y a aucun risque pour la France que les Tunisiens dépassent la France. Là, limite, j'aurais aucun souci. Par contre, ce qu'on a fait avec les Chinois, là, c'était une balle dans le pied. Et il y a des gros pays africains, pareil, qui ont aussi le potentiel par exemple, je parle par exemple du Nigeria, ils ont le potentiel de dépasser la France. Il leur manque juste un petit coup de pouce comme du savoir, et le jour où ça se fera, on s'appauvrira, on aura encore moins de technologie. Mais si c'est des petits pays comme la Tunisie, Taïwan, Hong Kong, là-dessus, il n'y a aucun risque. Parce que par contre, Taïwan ne pourra jamais maîtriser l'entièreté, c'est toute la chaîne de production et plusieurs. D'ailleurs, Taïwan, c'est un pays qui est très spécifié. La grosse spécificité de Taïwan, on a entendu parler, ce sont par exemple les puces électroniques. Mais mais ils ne peuvent pas être bons dans tous les domaines parce que c'est un tout petit pays, une toute petite population. À l'inverse de la Chine, à l'inverse d'autres gros pays. Ok, je t'ai montré un produit qui était fabriqué à Taïwan. Oui, mais je suis d'accord, tu as montré Taïwan, d'accord. Oui, tu peux montrer d'autres pays, ouais, ok. Je veux dire, je peux te montrer que le Japon fait fabriquer en Chine, d'accord? Donc, oui, mais c'est aussi, oui, c'est pour ça que les Chinois sont devenus... Mais c'est pas... Je suis d'accord, mais encore une fois, mais ce qu'il faut, c'est bien limiter
c'est un savoir qui est limité. Est-ce qu'ils vont mettre toute leur production, tous leurs œufs dans un seul et même pays, comme nous on l'a fait avec la Chine, et c'est là que ça a été fatal. Mais bon, écoute. En plus c'est la Chine, c'est un très gros. À la limite, ça aurait été beaucoup moins gênant si ça avait été, par exemple, la Thaïlande ou le Vietnam, le Bangladesh. Ce sont des petits pays. Mais le problème, en fin de compte, c'est donner le savoir à un pays qui sera potentiellement meilleur que nous. Et aujourd'hui, la Chine, elle a dépassé le Japon. Mais la Chine a dépassé le Japon. Et le jour où il y aura une guerre entre la Chine et le Japon, la Chine écrasera le Japon. C'est alors qu'à une époque, ça a été l'inverse. Ok, bon. Ok, on a deux points de vue différents. Après, oui, c'est deux points de vue, parce que là on revient sur nos deux problèmes. En fin de compte, c'est lié à nos deux définitions du départ. Tu es un humaniste, alors que moi, je suis un nationaliste. Et c'est là-dessus que toi, tu vois plus au sens de l'humanité. Et c'est vrai que tu as raison, si on prend une échelle vraiment globale, c'est ta voix qui est la meilleure. Ça, je le conçois. Et je souhaite franchement qu'on est dans un monde où, justement, où ta vision sera celle dominante. Mais malheureusement, on est très très loin, parce qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques, et c'est là-dessus, et c'est pour ça que je resterai nationaliste, et c'est là-dessus que je resterai protectionniste pour le savoir, parce que pour moi, le savoir, c'est on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées, et le jour où on n'aura plus d'idées, on n'aura plus d'hégémonie, et je crains pour l'avenir de la France. Voilà. Ok, ça va. Bon, écoute, finalement, sur le deuxième... Ouais, la vidéo. Ouais, on est parti sur toute autre chose. On est parti loin. Ouais. On n'a pas vraiment véritablement fini sur le thème de l'orientalisation, et on n'a pas du tout entamé le thème de la faillite politique. Bon, par contre, la vidéo est suffisamment longue comme ça. On se réserve... Je pense que ce serait, si tu fais on parle en off, là. S'il fallait couper, il faudrait peut-être couper au moment où on commence à partir, ou faire deux vidéos séparées. Tu comprends? Oui, je comprends, mais ça va être compliqué parce que... Il va être très, très long, et puis après, je sais pas. Ouais. Non, mais écoute... On est pas... Là, c'est le problème des conversations passionnantes, parce qu'après on est parti. Mais c'était très intéressant, hein. J'ai bien aimé ton idée, même si je suis pas. Et voilà, c'est ça aussi qui fait la oscillant du débat. Ok, attends une seconde, je vais arrêter la vidéo, une seconde.